C'est un chef d'entreprise qui a deux sociétés, une dans le conseil et une qui est plutôt dans le hardware, qui a une holding au-dessus. Et donc il avait un sujet de placer sa trésorerie pour générer du rendement, mais en même temps garder de la disponibilité. Et comme c'est de la trésor d'exploitation, on peut pas faire n'importe quoi, il y a quand même des règles à respecter. Et en même temps, il a ce sujet de, d'un côté, je veux placer ma trésorerie sur ma boîte d'exploitation, et de l'autre, j'ai du cash sur ma holding et je veux le réinvestir. Cette holding possède des parts des deux sociétés du dessous, qui sont aussi à l'impôt sur les sociétés. Et il y a un système en France, je veux pas dire magique, mais qui est quand même super, qui s'appelle le régime mère-fille, qui permet globalement de pas payer la fiscalité. Bonjour à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Entrepro. Aujourd'hui, on accueille Julien Jost avec nous de chez Compound Patrimoine. Bonjour Julien. Bonjour Charlotte. Merci d'être avec nous, d'avoir accepté l'invitation. Merci de me recevoir. Ce que je te propose dans un premier temps, comme on a l'habitude de le faire, c'est de te présenter, de nous dire qui tu es et de nous présenter ton activité. Parfait. Donc moi je m'appelle Julien et je suis le fondateur de Compound Patrimoine, qui est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant. Et avant ça, j'ai un parcours pas atypique, mais en tout cas assez peu commun dans la gestion de patrimoine. C'est qu'avant, j'ai fait 5 ans de banque d'affaires. D'accord. Donc c'est ce qu'on appelle aussi le M&A ou la fusion-acquisition. D'accord. En termes simples, c'est globalement aider des chefs d'entreprise soit à céder leur entreprise, soit à racheter des concurrents, donc c'est de l'acquisition, soit à lever des fonds ou à aller chercher des financements auprès d'un fonds d'investissement, une banque. Et donc j'ai pu côtoyer pendant à peu près 5 ans des dirigeants de PME et j'ai lancé Compound Patrimoine pour pouvoir les accompagner sur la partie d'après, c'est-à-dire placer leurs produits de cession, leur stratégie patrimoniale, leur accompagnement global, fiscal, juridique et financier. D'accord, donc avec un savoir-faire assez précis aussi du fait de ce que tu as pu faire auparavant. Ça fait combien de temps que tu as lancé ton activité ? Là, ça fait tout juste 1 an. C'était en avril 2024. Ok, donc, félicitations. Ouais. Merci. Ok, donc je suppose que tu as les statuts, tes CIF, tes conseillers en investissement financier auprès de l'AMF. Exactement. Ok. Écoute, ce que je te propose, comme on le fait avec tous les conseillers en investissement financier qui acceptent de participer à Entrepro, c'est que tu vas nous établir un cas client aujourd'hui. On va essayer, et on va le résoudre bien évidemment ensemble par suite. Donc je te laisse nous expliquer quel client est venu te voir, quelle était sa problématique et comment toi tu y as répondu. Ok. Alors il se trouve en plus que c'est un de mes tout premiers clients. Okay. Donc c'est un chef d'entreprise qui a 35 ans, donc qui est encore loin des problématiques que j'évoquais juste avant, c'est-à-dire céder son entreprise, etc., qui est plutôt en plein développement, qui a 2 sociétés dans le secteur de la santé. 2 sociétés d'exploitation. 2 sociétés d'exploitation, exactement. Okay. Une dans le conseil et une qui est plutôt dans le hardware. Tout ça dans le domaine de la santé. Qui a une holding au-dessus, donc sa holding personnelle, patrimoniale, qui est associée donc, dans ces sociétés-là. Il y en a une où il est tout seul et l'autre où il a des associés, donc d'autres holdings patrimoniales, d'autres entrepreneurs. D'accord. Et il est venu me consulter pour 2 sujets principaux. Un, il a une de ces sociétés qui génère beaucoup de cash. D'accord. Beaucoup de trésorerie. Au quotidien. Au quotidien, donc tant mieux pour lui, c'est plutôt positif. Surtout que c'est une société qui est assez jeune. Et donc, il avait un sujet de placer sa trésorerie pour générer du rendement, mais en même temps garder de la disponibilité. Et comme c'est de la trésor d'exploitation, on ne peut pas faire n'importe quoi, il y a quand même des règles à respecter. Et en même temps, comme justement ces 2 activités sont très rentables, il remonte pas mal de dividendes et de prestations de services sur sa holding, donc du cash. Donc, il a de l'argent à placer. Et étant entrepreneur, il a un peu évidemment tous ses œufs dans le même panier, comme tous les entrepreneurs. Donc, il a ce sujet de, d'un côté, je veux placer ma trésorerie sur ma boîte d'exploitation, et de l'autre, j'ai du cash sur ma holding et je veux le réinvestir à long terme pour préparer ma retraite, les études de mes enfants, etc. Et évidemment, tout ça dans un cadre juridique, fiscal, qui est pas complexe, mais en tout cas qui doit être fait en général en accord avec son avocat, avec l'expert comptable. Le principe, c'est on a une holding à l'impôt sur les sociétés. En dessous, cette holding possède des parts des 2 sociétés du dessous, qui sont aussi à l'impôt sur les sociétés. Et il y a un système en France, je ne veux pas dire magique, mais qui est quand même super, qui s'appelle le régime mère-fille. D'accord, qui est un régime fiscal. Qui est un régime fiscal, exactement, qui permet globalement de ne pas payer la fiscalité de l'argent qui est remonté des sociétés du dessous vers la holding. La fiscalité est payée qu'à la sortie. Donc ça permet à la holding de réinvestir. Et ainsi, le dirigeant, s'il veut réinvestir dans de l'immobilier, il peut se payer aussi, évidemment, sur sa holding, ou réinvestir dans des titres financiers. Là, il peut faire ce qu'il veut. Et ce système-là, il nécessite que toutes les sociétés soient à l'impôt sur les sociétés, à l'IS donc. On ne peut pas faire ça avec une holding à l'impôt sur le revenu.
Donc ce montage était déjà en place quand je suis arrivé. C'est un montage assez classique. Okay. Donc en fait, ce qu'on est en train de dire là, c'est que j'ai une société ou plusieurs sociétés d'exploitation. Ouais. Je peux avoir une seule holding, même si j'ai 2 sociétés d'exploitation en fait, qui n'ont pas la même activité, même des secteurs d'activité complètement opposés. Absolument. Ça peut être, sauf s'il y en a une peut-être réglementée, il y a peut-être des choses spécifiques aux professions réglementées ou ce genre de choses. Ouais. Mais tant que je ne suis pas dans ce cadre-là, je peux avoir une boulangerie et une société de conseil, je sais pas, en informatique, et avoir une holding qui chapeaute en fait ces 2 sociétés, par exemple, d'exploitation. Ouais, exactement. Et ce que tu nous dis là du régime Murphy, c'est d'avoir cette holding qui est au-dessus, en fait, va permettre, au lieu de sortir les dividendes et de les faire rentrer dans mon patrimoine personnel, imaginons que moi je suis la chef d'entreprise, et d'avoir la fiscalité inhérente aux dividendes, eh bien, si je n'ai pas besoin tout de suite de cet argent, je peux le remonter dans une holding qui pourra, par le biais de la holding, réinvestir et en fait limiter cette fiscalité immédiate et donc avoir un capital plus important à faire travailler, quoi. Absolument. Tu as 100 à remonter. D'accord. Si tu es en direct, tu payes la flat tax. C'est-à-dire que si tu sors en dividende. Exactement. Ta société te paye un dividende à toi, personne physique. D'accord. Il te reste 70. Tu payes 30% de flat tax. D'accord. Il n'y a pas un abattement quand tu es sur la fiscalité des dividendes ? Non, c'est 30% avec la flat tax. Tu peux avoir un abattement si tu te le sors à l'impôt sur le revenu. D'accord. Mais bon, prenons un local plus courant, on va dire, ouais. Généralement c'est 30%. D'accord. Donc il te reste 70 que tu peux réinvestir et utiliser pour ta vie quotidienne. Ouais. Si tu n'en as pas besoin tout de suite, la holding en fait te permet de, globalement, tu peux remonter 98,25. Tu payes 1,25% d'impôt. Tu as un tout petit frottement fiscal entre la société du dessous et la holding, qui est 1,25% à peu près. Enfin, qui est 30 fois moins quand même. Qui est 30 fois moins, voilà. Mais on est dans le cadre où soit j'ai un projet vraiment personnel dans mon patrimoine personnel, et là, la recommandation, c'est quand même de sortir. On a beaucoup de chefs d'entreprise qui se posent la question de quand il y a beaucoup de cash, et tu vois, qui se posent cette question de se dire, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je sors et je paye la fiscalité tout de suite, ou est-ce que je réinvestis par le biais d'une holding pour maximiser un peu l'effet du placement ? Et en fait, la bonne recommandation, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais c'est de se dire, soit j'ai un projet personnel immédiat, et au final, la fiscalité, elle est ce qu'elle est, mais j'ai besoin de l'argent, donc je la sors et, je sais pas, j'achète ma résidence principale, enfin, qu'importe ce que j'ai à construire avec cette épargne, mais je le fais. Soit au final, je sais pas trop, mais dans le doute, je peux quand même profiter de l'aubaine fiscale, tout en sachant que je pourrais ressortir de la holding, mais dans les mêmes conditions que ma société d'exploitation. Ouais, c'est ça. C'est ça ? Exactement. En fait, c'est aussi sans rentrer trop dans le détail peut-être sur ce sujet-là, mais c'est quand même c'est toujours un mix un peu difficile à trouver, parce qu'en plus... les dividendes, par exemple, c'est pas des charges. Donc ça vient pas écraser l'impôt sur les sociétés. Ouais. Donc il n'y a pas d'économie d'impôt à faire des dividendes. Ouais, exactement. C'est pas une charge, c'est juste un flux de trésor. Donc c'est pas déductible. Exactement. Et donc il y a parfois des dirigeants qui disent je vais me rémunérer 100% en dividendes, je vais payer que 30%, ça va être super. Oui, sauf que en fait, tu as aussi 25% d'IS en plus, parce que c'est des charges que tu n'as pas du coup, hein, c'est vraiment un flux financier. Donc au final, tu payes 25% sur ta boîte et 30% en direct, et tu n'as aucune protection. Donc en général, quand quand j'accompagne les dirigeants sur leur rémunération, c'est toujours un mix. Ouais, il faut se payer du salaire aussi, parce qu'il n'y a pas de protection liée aux dividendes. Il n'y a aucune protection. Il faut du salaire pour avoir la protection sociale globale, dont on entend aujourd'hui liée à l'activité professionnelle, quoi. Exactement. Et la holding, c'est pas toujours utile, hein, quand on est... Merci de le préciser. On en entend beaucoup parler. Quand on est tout seul, par exemple, dans sa boîte, ou qu'on est une petite société, il y a juste une entreprise, on peut être en direct dedans, il n'y a pas de sujet, hein, ça fonctionne très bien. Ouais. Là, en l'occurrence, dès lors qu'il y a 2 sociétés, une holding, ça devient quasiment obligatoire. Ok, d'accord. Parce que un bon point à retenir. Ouais, pour des sujets d'organisation, de remontée des différents flux de trésorerie, etc. Là, c'est intéressant. Ouais, puis à un moment donné, d'exercice comptable aussi, ça limite les frais. Si j'ai qu'une holding, j'ai 2 sociétés et que je remonte sur un régime... Non ? En termes de frais comptables, ça ne change pas grand-chose. Ouais, parce que le comptable, il va te facturer pour chaque boîte. Okay. Mais non, en fait, c'est... Ou alors si tu as des associés. Si pour le coup, tu commences à avoir 2-3 associés, même dans une seule entreprise, c'est bien que chacun ait sa holding, parce qu'il y a des... Ouais. Voilà, au final, chacun se retrouve avec un compte courant à lui à la fin. Ouais, c'est ça. Il y a des implications un peu différentes. Donc, c'est plus simple d'avoir chacun sa holding. Mais quand tu es tout seul chef d'entreprise dans ta boîte, tu peux... Ouais. Moi, par exemple, je n'ai pas de holding. Je suis tout seul pour l'instant. Je suis indépendant, j'ai une société, mais je suis en direct dans mon entreprise parce qu'il n'y a pas de sujet à avoir une holding tout de suite. Mais tu sais, il y a tout c'est peut-être une période que toi, tu n'as pas connue, mais moi, quand j'ai démarré la gestion de patrimoine, il y avait un engouement assez terrible sur les SCI.
Et tout le monde voulait monter sa SCI. Dès que quelqu'un faisait un peu d'immobilier locatif, il montait sa SCI, etc. Ouais, la martingale. Et en fait, quand tu regardais derrière, à part des coûts d'exploitation, de monter une SCI, c'est à peu près, alors c'est pas hyper cher non plus, je crois que c'est entre 2 000 et 5 000 euros, mais les frais annuels, tu vois, liés à l'activité de la SCI. Et en fait, on se rendait compte que dans bien des cas, parce que souvent c'était vendu pour des raisons successorales, donc on comprend bien que la raison n'était pas tellement valable. Il y a des cas où ça vaut le coup, et d'autres, notamment dans les familles, comment on dit recomposées. Les familles recomposées, etc. Enfin, tu as des cas juridiques. Moi, je trouve que dans certains cadres juridiques, ça rentre parfaitement en place. C'est parfaitement adapté, mais en fait, c'est beaucoup... tu vois, on l'a beaucoup vulgarisé, et puis tout le monde en voulait. Il n'y a pas forcément d'intérêt. Moi, j'avais même des amis à l'époque qui me disaient, est-ce que je monte une SCI? Et je me disais, mais non, en fait, achète ton appart, loue-le, et il n'y a pas un besoin imminent de monter la SCI. Et en fait, aujourd'hui, comme il y a une explosion de l'entrepreneuriat et même du side business, tout le monde monte sa holding un peu comme... tu vois, moi, à l'époque, en fait, on montait de la SCI, quoi. Donc, merci de préciser que ce n'est pas toujours... utile, et que, en tout cas, on retient que quand on a deux business, même si c'est deux business très différents, le fait d'avoir une holding, ou alors on a plusieurs associés, on est plusieurs associés partenaires dans une même société, le fait de pouvoir distinguer chacun ses parts à travers sa propre holding permet d'avoir une traçabilité, peut-être une comptabilité plus propre de chacun de ses avoirs. Ouais, c'est ça, c'est plus même sur les flux, etc. Enfin, sans rentrer trop dans le détail là-dessus, mais globalement, c'est plus simple. La holding, c'est vraiment soit tu as plusieurs associés, soit plusieurs sociétés. Ou alors, il y a d'autres logiques, si tu as du patrimoine immobilier à côté. Enfin, il y a pas mal d'implications, mais c'est vrai que ce n'est pas automatique. Ce n'est pas parce qu'on est entrepreneur, on doit avoir une holding. Encore plus quand on démarre. Il y a plein d'entrepreneurs, ils démarrent, au bout de 6 mois, ils veulent créer une holding. Enfin, moi, je trouve que ça sert à rien. La boîte et puis après, c'est ça. Faut pas chercher à tout optimiser avant que l'affaire prenne, etc. Donc, il faut quand même optimiser, parce que la tendance quand même du chef d'entreprise, c'est d'être sous l'eau et de plus rien optimiser. Et ça, on leur dit souvent que c'est pas bien, donc on va pas les désencourager sur le sujet. Je vais pas à l'encontre de ça. Mais ok, d'accord. Donc là, le client vient de voir. Lui, il a déjà son régime mère-fille de société d'exploitation, sa holding. Et là, au final, il se dit... Qu'est-ce que je fais? Une des sociétés d'exploitation qui génère énormément de cash, qu'est-ce qui fait de ce cash-là? Et ensuite, comme il y a déjà des remontées de dividendes, donc c'est pas le cash, c'est vraiment des dividendes qui remontent sur la holding, qu'est-ce qui fait aussi du cash dans la holding, puisqu'il y a pas mal de dividendes qui ont déjà été remontés dans la holding. Ok. Mais toi, est-ce que dans ton activité, tu es capable d'accompagner sur la structure? Lui, il vient de voir, il est déjà structuré, optimisé fiscalement, etc. Est-ce que toi, tu accompagnes aussi sur ce genre de... Oui, absolument. Sur la stratégie patrimoniale et sur comment on optimise un patrimoine au global, surtout un chef d'entreprise, c'est surtout ça le sujet, parce qu'un salarié, il y a moins de complexité juridique, fiscale, mais au global, oui, un entrepreneur qui vient et qui, par exemple, a juste, je sais pas, justement ces deux sociétés, il n'aurait pas la holding. Au début, on part d'un audit global, on regarde un peu toute la situation, et moi, je suis capable de l'accompagner en lui disant, OK, ça, c'est la stratégie. Il faut mettre en place tel type de société, tel type de holding. Souvent, il y a plusieurs options, parce qu'en fait, il n'y a jamais juste holding à l'IS ou tel type de société qu'il faut faire. Il y a toujours 3 ou 4 options différentes. On met les 3 ou 4 options sur la table. Quels sont les impacts fiscaux, juridiques? Et ensuite, pour mettre en place tout ça, moi, je ne suis pas avocat, ni expert comptable. Et le rôle du gestionnaire de patrimoine, du conseiller patrimonial, c'est de travailler de concert avec soit l'avocat du client ou l'expert comptable s'il en a déjà un. Généralement, le chef d'entreprise, il a déjà un expert comptable à qui il pose à peu près toutes les questions. Et l'expert comptable, c'est un expert comptable, mais ce n'est pas un expert en tout, en fiscalité, en patrimoine. Et ils sont généralement très contents de travailler avec les conseillers patrimoniaux, les avocats, parce qu'en fait, chacun a un peu son rôle, son terrain de jeu et son rôle, en fait. Donc, bien sûr. Il faut plusieurs experts pour trouver ça. Donc oui, moi, je m'occupe de la structuration plus conseil en amont, la stratégie, qu'est-ce qui répond aux objectifs personnels et professionnels. Et ensuite, on travaille ça avec un avocat, avec l'expert comptable. Et là, après, donc on peut venir te voir pour trouver l'optimisation adéquate, mais on peut venir te voir aussi en temps 2 où l'optimisation a déjà été mise en place. Et là, on est plus dans la phase de placement. Oui, exactement. Là, on est plus dans le conseil en investissement, finalement. Ok, d'accord. Ok, et du coup, qu'est-ce que tu lui as recommandé à ton client? Je suppose qu'il y a des différences du fait de la nature des sociétés, Exactement, oui. La société d'exploitation, on peut pas investir dans ce qu'on veut. Il n'y a pas de règles écrites très claires, mais globalement, la logique, c'est que l'argent qui est dans la société d'exploitation, il doit servir à la continuité de l'activité. Donc, on ne peut pas investir 100% en actions l'argent de la trésor de sa boîte. On peut faire ça sur sa holding, parce que là, c'est de l'argent, on va dire, quasi personnel, même si c'est encore à une personne morale.
Donc la logique, c'est que pour la société d'exploitation, il faut trouver des produits financiers qui rémunèrent, qui ont un risque raisonnable et qui ont quand même une bonne liquidité. Et globalement, pour moi, la meilleure enveloppe, c'est le compte titre. Donc le compte titre personne morale, on dit ça, pour les entreprises. À l'IS. Exactement, pour les sociétés à l'IS. Et là, ce qu'on a mis en place pour ce client-là, c'est une partie, donc il y a environ 40% qui sont des produits structurés. Donc les produits structurés, c'est des obligations avec des formules. Qui vont se réaliser selon un certain nombre de critères. Et là, en l'occurrence, c'était des produits à capital garanti. Ça veut dire j'investis 1000, je suis sûr de récupérer 1000 dans maximum 10 ans. Il y a une formule qui dit, par exemple, tous les ans, on va faire une constatation, on va regarder le niveau du produit et il va y avoir un critère. Et si le critère est rempli, je récupère mon argent avec un rendement. Donc, par exemple, j'ai mis 1000, ça fait... j'ai mis 100 pour faire simple. Ça fait 6% selon telle condition. L'année 1, je récupère 106, l'année 2, 112, voilà, etc. Sinon, le produit continue. Donc ça, c'est pas très liquide. Enfin, c'est liquide, mais on peut avoir une perte en capital. C'est garanti en capital à échéance. Donc, c'est pas très liquide, mais ça rémunère bien. D'accord. Une partie qui vont être du monétaire. Donc, le monétaire, pour faire simple, c'est... EONIA plus 1. Ouais, c'est ça. C'est un peu le fonds euro, quoi, pour les entreprises quelque part. C'est pas garanti en capital. C'est pas garanti en capital. C'est pas garanti en capital. Tu fais bien de le préciser. Mais j'ai moins de risque de liquidité que sur le fonds euro. Ouais, c'est ça. C'est très liquide et globalement, ça va faire en ce moment entre 2 et 3% par an. Donc c'est du cash rémunéré. C'est lié au taux directeur. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est du cash rémunéré. Et un peu d'obligation aussi investment grade. Donc ça, investment grade, c'est encore du jargon financier pour dire les sociétés bien notées, c'est globalement, je vais investir dans un fonds qui va prêter de l'argent à LVMH, L'Oréal. C'est de la dette. C'est de la dette d'entreprise. Mais sur des entreprises qui généralement sont notées, c'est ça, triple B. Ouais, c'est triple B et plus. Ouais, c'est ça. Donc des entreprises qui ont les reins très solides. Et ça va faire autour de 4%, 4,5%. Et ça reste très liquide parce que le risque de défaut de l'entreprise est quand même très faible. Le risque de défaut est faible. Pas de garantie en capital. Non. Mais je garde une liquidité un peu supérieure quand même à mon produit structuré. C'est ça, ouais, complètement. Attention, il y a toujours du plus et du moins dans chaque produit. Il y a toujours du plus et du moins dans chaque produit. Et l'idée, c'est d'avoir un peu ces trois branches-là. Et un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu, parce que c'est de l'exploitation, il y a 5% de l'allocation, c'est quand même des ETF en actions. D'accord. Ça, c'est une allocation un peu type que tu proposes à des sociétés d'exploitation. C'est-à-dire, moi, je l'aurais plutôt classé trésor. Ensuite, par un peu niveau de liquidité, de rendement. Et j'aurais mis monétaire. Enfin, pardon, je dis trésor, mais donc monétaire, une partie en monétaire. Tu t'avoisinais ça autour de combien de pourcentage ? Le monétaire, c'est 30-35%. 30-35%. Ouais. Ensuite, on peut peut-être mettre les structurés. Les obligations investment grade, peut-être. T'as raison, c'est qu'ils sont un peu plus, qui sont plus liquides avec un risque assez faible. Donc là, on va être à 15-20%, donc un peu plus de la moitié entre monétaire et obligataire high yield. En fait, ouais, c'est ça. Je vais même pas jusqu'au high yield. C'est même pas du high yield. J'y vais même pas sur de l'exploitation parce que. Oui, parce que c'est un peu plus volatile. C'est un peu plus volatile quand même. D'accord. Donc high yield pour les. Donc on a en gros, déjà 50% d'allocation qui est en obligataire, mais plutôt vraiment très peu risqué en termes de capital, avec un peu de rendement. Enfin, plus il y a de risque en capital, plus le rendement proportionnel. Ça, c'est toujours. Le couple no free lunch dans les investissements financiers. Et ensuite, après, tu passes sur un peu de structuré. Tu disais 30% de structuré. C'est ça, entre 30 et 40. Enfin, là, pour ce cas-là, après, c'est vrai que c'est pas une allocation type, ni un conseiller en investissement, évidemment. Oui, bien sûr. Mais oui, là, en l'occurrence, c'était 30-40% de structuré. Mais parce qu'en fait, le produit structuré qui, globalement, ça veut tout et rien dire. On peut mettre ce qu'on veut dans un produit structuré. Là, c'est du garanti en capital avec un coupon de 6% et un autre de 6,5%. Donc, une meilleure rémunération. Pour du garanti en capital, c'est quand même super. Mais c'est garanti à échéance. C'est-à-dire que si on en a besoin avant, on peut toujours le vendre, mais on peut subir une perte en capital. Donc là, en l'occurrence, il se trouve que sur cette enveloppe de compte titre, je me suis assuré aussi avant, c'est-à-dire de calculer avec le client et son expert comptable que par rapport à son besoin en fonds de roulement, il avait suffisamment de trésor pour faire tourner sa boîte. Question. Voilà, il a aussi une partie qui est en dépôt à terme auprès de sa banque. Donc ça, le dépôt à terme, ça va être du 2-3%. L'argent est bloqué 6 mois ou 1 an et on peut le récupérer avant, mais dans ce cas-là, on abandonne les intérêts. Donc ça, c'est le placement typique bancaire. C'est pas moi qui vais proposer ça. Donc je savais que de par la trésor qu'il a, on ne place pas toute sa trésor, évidemment. On place une petite partie.
sur tout ce qu'il génère, enfin une partie moyenne. Et même si on sait qu'il y a peu de liquidité sur un produit structuré, on a fait les calculs en prenant de la marge pour être sûr qu'il ait tout ce dont il a besoin pour faire tourner sa boîte, ce qui est la priorité. Bien évidemment. Ouais. Donc là, on était sur 50% très peu risqué, monétaire, investment grade. Ensuite, on a du structuré à échéance, mais capital garanti. Ouais, exactement. Voilà, sur 40%. Et après, tu nous disais un peu d'ETF, donc action. Donc là, c'est rien de garanti, mais c'est horizon long. Donc on est quand même sur un projet. Enfin, j'ai quand même l'impression entre le structuré et l'ETF, tu es quand même sur un horizon de placement qui est plutôt long terme, qui est plutôt sur 5-8 ans. Ouais, on va dire moyen terme, parce qu'au final, comme il y a à peu près 55%, presque 60% de l'allocation qui est sur du monétaire investment grade, il peut récupérer quand même la majeure partie des fonds sur le compte titre quand il veut, avec un risque de perte en capital qui est extrêmement faible. Donc, du coup, tu parlais juste avant de bien vérifier avec son expert comptable ses besoins en fonds de roulement, etc. Est-ce que toi, tu as une règle un peu alors bien évidemment, on ne place pas toute cette trésorerie, on met... Ah oui, non, c'est sûr. Un peu comme pour le particulier, on l'a déjà dit dans d'autres épisodes, mais on a tendance à garder 3 mois de salaire ou de charge. Ouais, exactement. De provisionner pour la personne qui est salariée, 6 mois pour l'indépendant. Enfin, ça a été pas mal remis en question, mais c'est un peu le schéma, l'ADN utilisé. Pour un chef d'entreprise sur une société d'exploitation, tu saurais dire, enfin, en termes du besoin en fonds de roulement, combien ce qu'il faut mettre un peu de côté? Ça se mesure comment? En mois, en année? Ouais, en fait, ça dépend vraiment de l'activité. Moi, avant, comme je faisais mon job, c'était d'analyser des entreprises. Ouais. Le besoin en fonds de roulement, donc je vais être obligé de rentrer un tout petit peu dans la technique, mais globalement, c'est l'actif courant. Donc, pour faire simple, ça va être les clients. Donc, c'est l'argent qu'on te doit. Donc, on te doit du cash, mais il n'est pas encore rentré dans ta boîte. Et l'argent que toi, tu dois à, par exemple, tes fournisseurs. Okay. Donc, c'est de l'argent que tu vas devoir sortir bientôt. Et donc, ce sujet-là, il fait que si, par exemple, tu vends des marchandises, tu as un besoin en fonds de roulement qui est assez conséquent parce qu'il y a beaucoup de stocks qui bougent, etc. Lui, en l'occurrence, c'est sur sa société de conseil. Donc là, le BFR, on va dire, la trésorerie, ouais, c'est ça, c'est les salaires, quoi. C'est les salaires des consultants, etc. Donc, ça se mesure en mois ou en années, ça dépend un peu. Globalement, on prend les 3 dernières années avec le comptable. On fait ce qu'on appelle un BFR mensuel. Donc, il fait une espèce de petite clôture comptable mensuelle juste sur cette partie-là. On fait une moyenne sur les 3 dernières années par rapport au chiffre d'affaires, en disant, voilà, le BFR, ça représente X% du chiffre d'affaires. Imaginons que ce soit, je dis n'importe quoi, mais 30%. D'accord. Et pour faire tourner la boîte, en moyenne, et donc on se dit, OK, on prend 40%, 45% pour avoir une marge de sécurité. Et même ce qui est un peu au-dessus, il va quand même le placer sur un dépôt à terme, etc. Donc on prend quand même beaucoup de marge pour être sûr justement de pas faire n'importe quoi et qu'il puisse pérenniser son activité, quoi. Ok. Tu disais, deuxième point, tu disais il n'y a pas de règle qui interdit, tu vois, le chef d'entreprise d'investir sur les marchés actions, même si le but premier de la société d'exploitation, c'est d'assurer l'exploitation de l'activité économique. Est-ce que toi, tu te mets quand même des règles avec tes clients en termes de SRI? Je parle de SRI parce que c'est ce qui parle un peu à tous les conseillers financiers. Du niveau de risque, quoi. Est-ce qu'il y a un niveau de risque que tu ne dépasses pas dans l'allocation d'une société d'exploitation? Pour de la société d'exploitation... Ouais, au-dessus de 3, c'est quand même un peu... C'est quand même beaucoup. 3 sur 7. D'accord. Donc, je peux avoir un produit qui dépasse, comme les ETF en action, mais qui ont une pondération assez faible dans une allocation globale, quoi. C'est ça. Et globalement, les ETF, en fait, en général, c'est 4 ou 5. Ouais. C'est pas 7. Donc, du coup, vrai. Là, c'est un ETF. Là, en plus, c'était ETF Europe et américain. Donc, Europe, en général, c'est 4 et Amérique, c'est 5. Je ne sais pas trop pour quelle raison, mais c'est surtout à cause de la volatilité, je pense. Mais globalement, le risque est le même. C'est des actions. Peut-être le taux de change. Peut-être que ça rentre en compte dans le calcul. Ouais. Le calcul des séries, il est assez complexe, mais c'est vrai que les marchés américains sont toujours notés plus risqués, alors que sur le long terme, ils fonctionnent mieux, mais bon, c'est... donc on va dire 3. Ouais, 3, c'est quand même un peu le max. Donc là, c'est moins que ça, parce qu'avec des structurés capital garantis, t'es à 1 ou 2, le monétaire, t'es à 2, et investment grade, t'es entre 2 et 3. Donc monétaire, t'es à 2 quand même? Ouais, monétaire, t'es à 2. D'accord. 1, c'est rare, mais... Enfin, 1, c'est... Oui. Nous, c'est 2, le monétaire. D'accord, ok. Ok, donc ça, c'est pour la partie sur l'exploitation. Donc d'abord, premier temps, avec l'expert comptable, je définis une somme d'argent qui peut être placée sans contraindre, sans mettre en péril, en fait, l'exploitation de l'activité principale. C'est indispensable. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai défini ce budget-là, je revérifie quand même avec le chef d'entreprise qu'il n'y a pas d'autres dépenses annexes, enfin de projets d'investissement.
Enfin, toujours comme pour un particulier, en fait. On va avoir un peu les mêmes critères et le même audit. Voilà. Et puis ensuite, je construis une allocation en me disant que globalement, cette allocation, elle plafonne sur un SRI 3, ce qui est déjà pas mal. Et toujours attention à chaque produit que j'utilise. Là, tu nous as montré un exemple qui ne vaut en aucun cas comme une allocation modèle. Toi, tu as travaillé sur des structurés non liquides, c'est-à-dire garantie en capital à échéance 10 ans, parce que ça collait avec le profil de l'entrepreneur avec qui tu travailles. Mais si cette personne-là a un besoin de liquidité à 5 ans, on va plutôt orienter sur un structuré plus adapté, quoi, par exemple. Ouais. Alors oui, mais c'est vrai que, c'est pareil, en fait, un structuré, il est toujours liquide. C'est juste qu'on doit accepter perdre du capital potentiellement. C'est garanti qu'à échéance. Mais l'échéance, en général, c'est 12 ans max. Mais en pratique, si le structuré il est bien construit, ce qui est le cas ici, ça va être en général entre 2 et 4 ans qu'il va être remboursé. Tu peux récupérer c'est quand même rare, ou alors, ça arrive, il y a des gros retournements de marché, etc. Il y a toujours des risques. Mais globalement, entre 2 et 4 ans, ça rembourse. Donc, d'accord, ok. Voilà. Ok. Ça reste relativement tôt, et dans tous les cas, c'est liquide. C'est juste que ce client-là, ça, tu l'as fait sur la société d'exploitation où il générait de manière régulière, de manière récurrente du cash. Tu mets en place des versements programmés. Ça se passe comment donc, tu ouvres un compte, tu mets ses produits, mais vu qu'il a... a priori, c'est très récurrent, c'est lié à son activité. Il y a une notion de versement programmé qui est mise en place ou pas ? Non, parce que c'est quand même compliqué pour la... moi, en tout cas, je préfère dire on fait le point tous les 6 mois ou tous les ans sur un nouveau versement en fonction de son activité. Parce que pour le coup, en tant qu'entrepreneur, c'est toujours mieux d'avoir trop de cash. C'est plutôt un bon problème à avoir. Voilà, et on se revoit dans 6 mois. Et si en effet, finalement, je pensais faire tant de cash, j'ai fait beaucoup plus. Je vois que j'ai encore beaucoup sur mes comptes. Là, on peut remettre un peu petit à petit. Mais 6 mois après, j'ai pas d'érosion monétaire, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Et puis même s'il y en a un tout petit peu, c'est pas grave. Le but, c'est quand même la priorité, c'est l'exploitation de la société. Ouais, exactement. Faut pas se retrouver à pas pouvoir payer ses salaires. Ce serait quand même embêtant, quoi. Ok, d'accord, très clair. Et deuxième cas de figure, du coup, sur sa holding. Ouais, exactement. Donc la holding, là, c'est vraiment c'est complètement différent parce que la holding, même si l'argent est sur une société, c'est de l'argent qui est quasi perso, on va dire. Je dis quasi perso parce qu'il faut encore le sortir en personne physique, mais où le dirigeant, comme c'est une holding patrimoniale, il n'a pas du tout les mêmes obligations. C'est une société passive déjà. C'est une société exactement qui détient les titres et qui facture des prestations de services à la boîte du dessous, de présidence ou... Voilà, ça c'est un peu le dirigeant qui gère entre dividendes et prestations de services, mais globalement c'est ça. Donc il remonte du cash. Et là, il peut l'investir un peu comme il veut, en fait. C'est-à-dire que là, on a aussi ouvert un compte titre, en l'occurrence, parce que le dirigeant n'a pas de projet immobilier. Tu parlais de SCI tout à l'heure, mais ce qui se fait beaucoup, c'est le dirigeant, il remonte du cash de sa boîte d'exploitation. La holding, c'est un peu la cagnotte. Et il a une SCI qui est détenue par la holding. Et il achète ses locaux. Voilà, peut envoyer de l'argent dessus et il achète ses locaux. Voilà, ça, c'est un peu le schéma classique qui marche très bien pour beaucoup d'entrepreneurs. Là, c'est pas le cas. Il n'a pas besoin d'acheter ses locaux. Il a 35 ans, donc il n'a pas un sujet immobilier tout de suite. En tout cas, c'est pas dans ses projets. Et donc là, c'est vraiment placer son cash. Et lui, ce qu'il veut, c'est se constituer une retraite. C'est en l'occurrence un client qui est très conscient de la retraite, qui est un peu obsédé par ça aussi sur le côté préparer l'avenir, le long terme. Donc, il a un horizon de placement qui est très long. Et donc là, entre guillemets, on peut s'amuser beaucoup plus. Et là, avec ce client, on a fait donc un compte titre aussi, personne morale pour la holding. Et là, on n'est pas du tout sur les mêmes placements. On est vraiment 80% de l'allocation, c'est des ETF en actions. Donc hyper agressif, très dynamique, mais en même temps... horizon de placement très long. Horizon de placement très long. Et il faut voir aussi que le client se paye en plus sur sa boîte. C'est-à-dire que s'il remonte 100 000 de trésor, par exemple, lui, il va se payer 50, 60 en salaire sur sa holding. Donc, il vit avec ça. C'est-à-dire qu'il fait, voilà. Et donc, les 40... c'est vraiment du bonus, quoi. C'est ce qui reste, c'est vraiment de la trésor dormante. Exactement. Il pourrait se les sortir, mais s'il se les sortait, il paierait plus de charges et il n'en a pas besoin tout de suite, parce que sa vie quotidienne, il l'assure avec ses 60, dans mon exemple. Et donc là, il peut les placer, et donc là, on peut s'amuser un peu plus. Donc là, c'est 80% d'ETF, actions, un tout petit peu de fonds donc d'OPCVM, mais pour les valeurs moyennes. Parce qu'il y a toujours ce truc de les ETF, ça superforme tout, etc. C'est vrai sur les grandes capitalisations. Sur les valeurs moyennes... Qu'est-ce que tu appelles valeur moyenne valeur moyenne, c'est donc petite et moyenne capitalisation. Ça va être les fonds globalement qui sont sur des entreprises qui sont à 1 milliard ou moins en Europe et à 5 milliards ou moins aux US.
Et en général, c'est un segment de la cote qui performe mieux que les grandes boîtes, parce qu'elles ont beaucoup plus de chances de doubler, de tripler, etc. Ça a toujours été comme ça, sauf que c'est pas vrai depuis 2018. Depuis 2018, ça marche moins bien parce que les flux vers les ETF notamment sont tels, et l'incertitude est telle que c'est plutôt les grandes capitalisations qui captent tous les flux. Par sécurité, on préfère investir sur Microsoft ou LVMH ou Air Liquide que sur une boîte qui fait 500 millions de capitalisation. Quoi. Plus tout ce qui se passe au niveau de la tech. Voilà, mais du coup, comme c'est vraiment pas cher, si on a un horizon de placement très long, c'est très intéressant. Il y a peut-être des opportunités à saisir. Voilà, c'est encore pas un conseil en investissement, je précise, mais en tout cas, c'est très intéressant. Donc là-dessus, on se met plutôt sur des fonds, parce que les ETF sont inexistants, voire mauvais. D'accord. Ouais, en Europe, il n'y en a pas beaucoup. D'accord. Voire, il y en a presque, il n'y en a pas en fait, hein, sur les small caps. Enfin, il y en a un ou deux, mais qui ne sont pas très bons. Et sur les États-Unis, il y en a un qui est très connu, qui s'appelle le Russell 2000. Donc, c'est les 2000 plus grosses capitalisations moyennes américaines. Mais en fait, ils sous-performent largement les fonds actifs. D'accord. Parce que c'est beaucoup plus facile de faire de la performance sur les petites valeurs, alors que sur les grandes valeurs, en fait, les ETF captent tellement de flux, les grosses boîtes sont tellement des rouleaux compresseurs qu'en fait, ça ne sert à rien de se battre contre ça. Et les frais sont moindres aussi. Donc on a ça sur la partie action, et les 20% qui restent, c'est quand même de l'obligataire, parce que moi je suis quand même partisan de la diversification. J'aime pas être sur une seule classe d'actifs. Je pense que c'est toujours une erreur. Il vaut mieux quand même diversifier. D'accord. Si on veut doubler absolument ou tripler ou faire x10 sur sa mise, il vaut mieux être 100% action, voire sur une seule action. Mais l'objectif quand on traite de la gestion de patrimoine, c'est de créer de la richesse à long terme, d'assurer la sécurité de sa famille, etc. Donc on n'a pas du tout ce sujet de faire x10. Et donc là, on l'a mis, c'est à peu près 10% d'obligations, donc comme investment grade, comme on disait avant. Et tu l'as mentionné avant, du high yield, donc du haut rendement. Donc c'est des obligations risqué, un petit peu plus rentable. Voilà, qui commencent ça bouge un peu, quoi. C'est de l'obligataire, mais ça secoue un peu. C'est pas comme les actions, mais c'est juste en dessous. Okay. Mais ça rapporte pas mal. Donc au final, là, tu fais une allocation pour le coup presque personne physique, mais dans le cadre d'une holding. En fait, la holding, c'est un peu l'antichambre avant le patrimoine. C'est le trait d'union entre le patrimoine pro et le patrimoine perso, quoi. C'est exactement ça. Ouais, c'est absolument l'antichambre. En fait, la seule différence, c'est vraiment le frottement fiscal. Hein, donc, c'est plus que, au lieu de réinvestir 70, tu prends 100, tu gagnes 70. Là, tu peux réinvestir 100. Donc tu as beaucoup plus d'argent qui est au travail. Et donc, l'effet des intérêts composés exactement, sera les bien intérêts meilleur. Composés, compound interest en anglais, d'où le nom de mon cabinet, mais donc l'idée c'est ça, oui, exactement. Ok, donc au final, quand je suis sur une structure active d'exploitation, priorité à l'exploitation, donc je définis bien ce que je peux placer avec l'aide de l'expert comptable, j'isole bien la somme que je peux placer, la durée sur laquelle je peux la placer, contrainte des différents placements que je choisis, toujours de la diversification, et plutôt sur une allocation globale SRI 3. Ouais. Quand je remonte sur les sociétés dites passives, donc holding, où là en plus, c'est vraiment le résidu après rémunération du dirigeant, où là au final je suis vraiment sur de la trésor long terme, objectif retraite, et là je suis sur une alloc quasi personnelle. Donc là on a vu des placements presque un peu classiques. Moi j'ai encore deux questions à te poser. J'ai une première question sur... là, on parle beaucoup de financiers, enfin, de valeurs mobilières, etc. Est-ce que ça t'arrive de proposer autre chose sur l'entreprise, enfin, ou est-ce que tu es vraiment focus sur l'investissement mobilier, enfin, tu vois, valeurs mobilières, au sens fonds, etc. Ou est-ce que tu proposes d'autres choses? Et la deuxième question, c'est que tu nous as parlé du compte-titre. On sait qu'il y a aussi le contrat de capitalisation, et j'aimerais bien avoir ton avis un petit peu, tu vois, compte-titre versus contrat de capitalisation. Je te laisse... choisir la question par laquelle tu veux commencer. Ouais, alors est-ce que je fais autre chose? Moi, je fais quand même surtout du financier et du conseil juridique fiscal. D'accord. Donc honnêtement, moi, je fais pas d'immobilier physique. J'en ferai peut-être plus tard, mais c'est pas quelque chose que je fais. Je fais de la SCPI quand même, donc, qui est de l'immobilier papier. Hein, donc au final, c'est un titre financier, mais le sous-jacent, c'est de l'immobilier. Donc j'en ai fait aussi pour cela, mais je ne sais pas si on a forcément le temps de le traiter, mais en tout cas, oui, je propose d'autres choses. Et pour un entrepreneur, la SCPI, par exemple, ça peut être un sujet qui est très intéressant pour les entreprises. C'est très connu pour les personnes physiques, mais en fait, on peut l'utiliser pour les entreprises en tant que placement de trésor, par le démembrement. Donc je ne sais pas si tu veux que je rentre dans ce niveau de détail. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Donc, le démembrement qui consiste en fait dans un droit de propriété. On va schématiser, on a l'usufruit. Donc le droit d'usage en fait, du bien, et la nue propriété qui est le droit résiduel de propriété. Et au final, on peut séparer ces deux droits. Et les SCPI sont fait quand même un peu spécialistes du démembrement économique
juridique, où en fait on vend l'usufruit d'un côté et la nue propriété de l'autre sur des durées données, avec des usages, des destinations différentes que je vais te laisser nous expliquer. Exactement, c'est ce qu'on a fait pour ce client-là aussi. Donc, on a une SCPI qui vaut 100. Ouais. Okay, et la clé de répartition, donc entre nue propriété et usufruit, elle est 80% nue propriété, 20% usufruit sur 5 ans. D'accord. Donc ma nue propriété ma part coûte 100 euros. Ma nue propriété sur 5 ans coûte 80 euros et mon usufruit coûte 20 euros. Exactement, coûte 20 euros. La société d'exploitation achète l'usufruit. Donc elle achète 20, quelque chose qui en fait a une valeur 100, mais elle achète 20. Exactement. Et le rendement, voilà, pour préciser, le rendement est, on va dire, de 5%. Ouais. J'arrondis. Ouais. Donc ça veut dire que tu as quelque chose qui vaut 100, tu touches 5 euros tous les ans, ça fait 5%. Donc j'achète 20, mais je touche sur un rendement d'une base 100. Ouais, c'est ça. Donc en gros, la société d'exploitation achète 20, quelque chose qui rapporte 5 par an, donc ça fait 25% de rendement. Donc 5 euros tous les ans pendant 5 ans, ça fait 25 euros à la fin. Voilà. Alors c'est moins parce qu'à la fin, en gros, à la fin, au bout de 5 ans, l'usufruit s'éteint, donc elle ne récupère pas de capital. Donc la société a payé 20. Mais elle a récupéré 25. Elle a récupéré 25, voilà, c'est ça, sur 5 ans. On ne parle pas de la fiscalité, etc. Mais conceptuellement elle a acheté quelque chose 20 qui en valait 100. Voilà. Elle achète la rémunération globale sur les 100, mais elle l'achète 20. Et en fait, tu achètes du revenu. Exactement. En fait, tu achètes un revenu important rapidement. Ouais. Et là, ce qu'on a fait, sur une durée donnée. Sur une durée donnée, exactement. Donc en fait, tu investis ton capital pour le percevoir sous forme de revenu. On pourrait dire ça ouais, c'est exactement ça. En fait, mais tu récupères pas le capital à la fin. Donc c'est pour ça que dit comme ça, on dit ça fait 25% de rentabilité, ça a l'air génial. C'est le cas, mais on récupère pas le capital à la fin. Au bout de 5 ans, l'usufruit s'éteint et il rejoint la nue propriété. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a la holding donc du même dirigeant, a acheté la nue propriété. D'accord, donc 5 ans, 80. Voilà, il a acheté 80, quelque chose qui rapporte 0 tous les ans, puisque c'est l'usufruit. Ça lui rapporte rien, puisque c'est du côté de l'usufruit. Okay. Exactement. Sauf que le client, en fait, il n'a pas besoin de cet argent tout de suite. Ouais. Bon, après, il y a des détails comptables, etc. Je rentre pas là-dedans, mais globalement, il a quelque chose dans sa holding qui va valoir 100 et plus, mais à 5 ans. Voilà, dans 5 ans, qui rapporte 0. Donc, il ne génère pas de revenus et pas de charges. Donc, d'un point de vue comptable, en fait, il ne se passe rien. Et au bout des 5 ans? Au bout de 5 ans, ça revient ensemble, donc il récupère ça. Le seul truc, c'est que, par contre, quand il va vouloir revendre sa SCPI, le prix d'achat, c'est 80 du coup. C'est le prix d'achat de la nue propriété. Ah, c'est pas comme à l'IR. Ouais, c'est ça. Donc, il y a plus de plus-value. C'est-à-dire que s'il avait acheté la pleine propriété et j'achète 100, dans 5 ans, ça vaut 120. Alors, attends, ma plus-value, c'est 20. Là, il achète 80, parce qu'on compte que c'est la nue propriété. Au bout de 5 ans, l'usufruit se On est fiscalisé sur le remembrement de propriété à l'IS. Ouais, c'est ça. D'accord, parce qu'à l'IR, on ne l'est pas, on est d'accord. À l'IR, on ne l'est pas, mais à l'IS, on l'est. Mais à l'IS, c'est voilà. Mais en gros, dans sauf l'idée, cas spécifique, mais d'un côté, ma société d'exploitation a besoin de faire travailler son capital, ce qu'on appelle le cash machine, en fait, l'usufruit, où j'investis 20 sur quelque chose qui vaut 100. J'achète 20 avec un revenu global à 100%. Et donc, je touche mes 5 euros par an pendant 5 ans, je retouche 25. Et ensuite, je retouche 25 de revenus. En fait, mon capital, je le retouche sous forme de revenu avec une plus-value, mais je ne touche pas mon capital à la fin. Et de l'autre côté, en face, sur les mêmes parts, j'achète le résidu de propriété, donc la nue propriété à 80, et je sais pertinemment qu'elle en vaut 100. Donc, quelque part, alors, bien sûr, le prix de la part peut varier entre temps, mais on ne va pas rentrer dans les modalités. On ne dit pas n'importe quoi, mais ça peut varier, le capital n'est pas garanti. Mais en gros, quelque part, j'achète des parts de SCPI avec une espèce de protection au capital. J'ai ce delta de 20 euros quand même, en me disant, même si le prix de la part, au moment où je récupère la pleine propriété, il vaut plus 100, moi je l'ai quand même acheté 80. Et vu ce qui se passe en ce moment, ça pourrait être peut-être opportun pour ceux qui ont acheté en nue pro il y a 5 ans, qui s'en sortent peut-être un peu mieux aujourd'hui que ceux qui avaient déjà acheté en pleine propriété. Ouais, exactement, tu as tout dit. Des parts. Okay. Le seul truc, c'est que par contre, évidemment, là ça a l'air génial dit comme ça, c'est très bien. Il faut accepter aussi que c'est 5 ans, donc il faut accepter l'illiquidité sur la holding, Illiquidité totale. Voilà, on peut revendre le démembrement, mais c'est compliqué. C'est compliqué, c'est du marché secondaire, du marché de gré à gré. Non, c'est pas simple. Mais en tout cas, voilà, il faut vraiment se dire, j'ai 5 ans, j'ai pas besoin de cet argent. Au bout des 5 ans, je récupère mes 100. Enfin, on dit que le prix de la part n'a pas bougé. On dit que le prix de la part n'a pas bougé. C'est statique. Je récupère mes 100 de ma pleine part, mais je récupère aussi des revenus de 5.
Oui, après, évidemment. Si je conserve mes parts, soit je peux céder mes parts, soit je peux conserver ce 5 chaque année. D'accord. Exactement. Donc en fait, sur les mêmes parts, je peux démembrer des parts de SCPI entre ma société d'exploitation et ma holding, ce qui sécurise un peu, parce que chez Où est l'usufruit, chez Nupro, c'est quand même un peu sécurisant d'avoir le tenant, l'aboutissant du montage. D'un côté, je fais du cash machine, je transforme mon capital en revenu, et de l'autre côté, en fait, je suis en attente de revenus futurs, et en fait, j'ai plus une approche capitalistique à travers la nue propriété. C'est exactement ça. Je mets juste un dernier bémol quand même sur ce truc, c'est que donc c'est un montage qui est intéressant, il n'y a pas de sujet. Il faut faire gaffe à l'abus de droit fiscal. Donc globalement, il ne faut pas que le fisc considère que vous faites ça juste pour gagner, pour éviter l'impôt. Parce que quelque part, fiscalement, c'est quand même assez intéressant par rapport à l'avoir en pleine propriété en tant que particulier ou même juste sur une entreprise. Mais en fait, il faut juste avoir une justification économique. Donc si la société d'exploitation a de la trésorerie à placer et qu'elle veut faire fructifier cette trésorerie et qu'elle sait qu'elle n'a pas besoin de la liquidité tout de suite, c'est très bien. Et si d'un côté, la holding perso a un projet d'investir de la trésorerie, créer du patrimoine immobilier à long terme, etc., ça se justifie parfaitement. Voilà. Et là-dessus, pour ça, évidemment, je n'ai pas travaillé tout seul dans mon coin. J'ai travaillé aussi avec l'avocat fiscaliste du client pour avoir qui valide. Son avis d'expert, etc., parce que c'est un montage qui est quand même Ce qu'on ne dit pas, c'est que l'usufruit aussi, il y a l'amortissement de l'usufruit. Il y a les techniques fiscales qui permettent... Exactement. On ne va pas rentrer dans tous les détails, mais fiscalement, l'usufruit, ça peut être quand même assez sympa. L'usufruit, en plus, il y a un avantage fiscal pour la société d'exploitation parce qu'il est amortissable. La nue propriété, par contre, ne l'est pas. Voilà. Bien sûr. Parce qu'elle ne disparaît pas dans le temps. Exactement. Ok, très clair. Donc, possibilité de faire des investissements en valeur mobilière, mais aussi valeur immobilière papier. Exact, on est un peu entre les deux, parce qu'en plus, à l'IS, c'est considéré comme une valeur presque mobilière. Ça reste un produit financier. C'est un peu hybride. D'un point de vue fiscal, c'est un produit financier. D'accord. Et d'un point de vue... c'est quand même un produit financier. C'est de l'immobilier, mais ça reste liquide. Un produit financier. Voilà. Ok. Donc très bien. Donc on peut faire ce genre de montage, très intéressant. Et donc ma dernière question. Donc tu nous as parlé de. Et alors les parts de SCPI, on met pas ça sur le compte titre ? Non, c'est en direct. Non, c'est la société qui détient. Ok, en direct. Et donc après, sur la partie valeur mobilière, tu nous disais que toi, tu étais plutôt pro compte titre. On sait qu'il y a 2 enveloppes éligibles aux sociétés aujourd'hui. Donc le compte titre, le contrat de capitalisation, même si le contrat de capitalisation a pas mal reculé suite à la loi de 2014. Toi, pourquoi au final, a priori, tu ne travailles pas sur le contrat de capitalisation ? Pourquoi, en fait, juste si on peut avoir ton retour moi, là-dessus, j'ai un avis assez tranché. Donc je ne veux pas non plus... Moi, je trouve que le contrat de capitalisation pour les entreprises, ça ne sert pas à grand-chose depuis la réforme. Donc c'est un peu dur à dire, mais déjà, il y a des frais d'enveloppe qu'il n'y a pas sur le compte titre. On est sur une enveloppe assurantielle. C'est une enveloppe assurantielle. Ensuite, on n'a pas la même liquidité, parce que le compte titre, j'achète, je vends sur les marchés. Le contrat de capitalisation, en fait, j'ai une créance vis-à-vis d'un assureur. Bien sûr. Donc, lui, il va... si je veux bouger tel fonds, par exemple... je veux vendre tel, je sais pas. Oui, les délais de passage d'ordre sont plus longs. Les délais de passage d'ordre sont plus longs. Il y a un univers d'investissement qui est limité aussi, parce que c'est tout ce qui rentre dans ce qu'a référencé l'assureur. Architecture ouverte, mais limitée par l'assureur. Absolument. C'est la maison de l'assureur, c'est lui qui choisit ce qui est éligible ou pas. Donc il peut avoir même 1000 unités de compte, et c'est très bien d'avoir beaucoup de... C'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup, et imaginons que c'est un univers large. Mais on n'a pas toujours les actifs les plus modernes ou dernier cri dont on voudrait avoir besoin. Ouais, c'est ça. Surtout au niveau des ETF, et même on peut avoir des actions individuelles en compte titre. Donc c'est intéressant. Et aussi d'un point de vue fiscal, en fait, c'est hyper galère à déclarer. Et donc, d'un point de vue intelligence relationnelle, si vous faites un contrat de capitalisation avec un client entrepreneur, le comptable va vous détester. Donc ça joue. Et c'est bien d'être ami avec les comptables. Oui, parce qu'on le rappelle, le contrat de capitalisation n'est pas en franchise d'impôt comme le contrat de capitalisation l'est quand on est à l'impôt sur le revenu pour une personne physique. Ça n'a pas du tout le même fonctionnement fiscal. On va pas rentrer dans le détail, mais c'est complexe. Mais en tout cas, c'est... pour toutes ces raisons, je vois pas énormément d'avantages en fait au contrat de capitalisation, pour être honnête. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que le gros avantage... Je préfère les enveloppes bancaires, quoi. L'avantage du contrat de capitalisation, c'était le fonds euro, mais étant donné sa limitation aux sociétés d'exploitation commerciale, etc. Ouais, c'est ça. Alors peut-être un peu pour la holding, c'est vraiment faire du fonds euro, mais la holding, c'est quand même l'endroit où on peut aller faire du SRI 7, donc pourquoi se limiter Surtout que le dirigeant, c'est assez marrant, mais un dirigeant, quand tu lui proposes une allocation avec 80% d'actions, il pense que c'est sécurisé.
D'accord. Parce que comment oui, dire, pour lui, le vrai risque, c'est l'exploitation de son activité. Souvent, un entrepreneur, il a tous ses œufs dans le même panier, donc il a tout dans sa boîte. Ouais. Il voit le risque maximum au quotidien. C'est de la TPE ou de la PME, c'est bien ça. Volatile. Moi, en plus, c'est de la TPE-PME, exactement. Donc pour lui, les actions, il diversifie sur, c'est bon, je mets sur du safe, je mets sur les marchés, quoi. Alors que non, mais alors que voilà, parce qu'il a l'impression d'être dans d'autres aventures entrepreneuriales que la sienne. Donc en fait, il n'a même pas envie de faire du fonds euro sur sa holding. Enfin, ça n'a pas de sens. Dans ce cas-là, en plus, ouvre une assurance vie, tu vois, à titre perso. Et là, tu mets du fonds euro à titre perso. Tu mets une clause bénéficiaire qui va bien, ou si tu décèdes, c'est ta femme ou ton mari ou tes enfants, ou peu importe qui récupère le capital. Vie. Voilà, là, je suis sur l'assurance vie. Mais donc, tu vois, avoir du fonds euro, c'est vrai, pour une holding, je vois, l'intérêt économique est quand même... Limité. Ou alors, il faudrait qu'il soit très prudent sur sa holding. C'est une aversion au risque, Bon, ça dépend des profils. Autant être en compte titre et faire du monétaire, dans ce cas-là, le rendement va être liquide. Pareil. Et c'est plus liquide, beaucoup moins cher et puis c'est beaucoup plus liquide. Et c'est pas garanti en capital, mais bon, le monétaire, c'est quand même... Voilà, le risque de perte en capital est vraiment très, 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 très faible. Ouais, tout dépend des taux directeurs. Mais a priori, pour le moment, ça risque pas de... Ouais. Ok. Ça risque pas Julien, merci beaucoup pour ton intervention. Merci d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir donné toutes ces explications. Si vous voulez contacter Julien Josse de Compound Patrimoine, en fait, on peut te retrouver où? Tu as une adresse mail à nous communiquer, à communiquer aux gens qui nous écoutent? Ouais, je ne vais pas forcément communiquer mon mail direct mais aussi je suis sur LinkedIn. D'accord. Je poste régulièrement sur LinkedIn du contenu. D'accord. Donc Julien Josse, c'est J-O-O-S. Ouais, J2OS, après nom de famille flamand, donc pas toujours simple de me trouver, mais ouais, Julien Josse, J2OS sur LinkedIn. Donc je poste régulièrement du contenu. J'ai également une newsletter que je fais tous les mois qui est plus sur un dossier. Je fais un peu un dossier thématique sur le patrimoine. Parfois je parle des actualités. En ce moment il se passe pas mal de trucs avec Trump, mais globalement plutôt des dossiers patrimoniaux. Je fais ça une fois par mois, donc là pareil sur LinkedIn. Et sinon on peut prendre directement rendez-vous avec toi via LinkedIn? On peut prendre directement rendez-vous avec moi via LinkedIn. J'ai un calendrier ouvert sur Calendly, donc vous êtes les bienvenus pour discuter. Et puis si vous êtes entrepreneur, si vous voulez organiser, optimiser et organiser la suite pour votre activité professionnelle vers votre patrimoine personnel, vous pouvez contacter Julien. En tout cas, merci. On vous remercie d'avoir été avec nous et on vous dit à très vite pour un nouvel épisode. Merci Charlotte. Merci.